Pour toute personne qui veut se lancer dans le domaine de l'agriculture, une décision importantissime est le choix du terrain sur lequel le projet va reposer. Que tu sois en Afrique ou en Occident, si tu penses à t'investir un jour dans l'agriculture, alors tu vas forcément être confronté à cette question-là à un moment donné. Est-ce que le terrain que l'on me propose de prendre est le bon terrain? Ou alors pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont déjà des terrains, parce que c'est un héritage familial, ou alors parce que tu as simplement déjà acheté un terrain, la question se pose, est-ce que mon terrain est un bon terrain agricole? Parce que comme tu vas le voir dans cette vidéo, peut-être qu'en fait c'est le choix que tu as fait qui aujourd'hui est en train de plomber ton investissement. Donc reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te partager les critères, les techniques que j'utilise pour pouvoir déceler les bons des mauvais terrains agricoles. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour faire émerger notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos business comme celle-ci. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que la population africaine va doubler dans quelques années. Et donc, il faudra nourrir toutes ces personnes-là. C'est le premier gros challenge sur notre continent. L'absurdité pour le moment, c'est que nous produisons à manger, mais pas assez. Et ça, c'est vraiment absurde parce que des gens viennent chez nous pour acheter nos terrains, pour cultiver et nourrir leur pays. Les Chinois font ça, les Japonais font ça et même les Européens font ça. L'urgence pour notre génération, c'est de pouvoir nous lancer dans l'agriculture de manière intelligente pour pouvoir générer des revenus parce qu'aucune société ne s'est développée sans développer son agriculture. Alors aujourd'hui, justement, ce que je te proposais, c'était de voir la base de la base, comment repérer un bon terrain agricole. Le premier critère, c'est peut-être le plus important, c'est l'accessibilité. Est-ce que le terrain que je suis en train de vouloir acheter est un terrain accessible? Beaucoup de gens sont venus me voir en séance de coaching même parfois pour vouloir se lancer dans des projets agricoles parce que le terrain était familial. Alors Philippe, on veut prendre telle formation pour se lancer dessus. La première question que je pose c'est, est-ce que tu es déjà allé sur ce terrain-là? Généralement c'est non. Alors, est-ce que quelqu'un que tu connais de près est déjà allé sur ce terrain-là? Oh, ma mère, mon père, mon oncle, ok. Est-ce que cette personne-là peut y aller cette semaine? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on vérifie l'accessibilité du terrain. Oui, est-ce que c'est possible d'arriver jusqu'à ton terrain en voiture? C'est super important. Et attention, deux types de voitures. Une petite voiture, mais aussi un camion. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'exploitation agricole, ces deux types de voitures-là doivent pouvoir arriver à ton champ sans problème toute l'année. Ça, c'est très important, notamment pour nos pays en Afrique dans lesquels il y a de fortes saisons de pluie. Est-ce que pendant la saison de pluie, quand les routes deviennent des bourbiers, est-ce que ton terrain est encore accessible? S'il n'est plus accessible pendant cette période-là, laisse tomber ce terrain-là. Il va te causer énormément de dépenses et de frustrations inutiles. Il faut que ton terrain puisse être accessible à tout moment. Il y a, par exemple, au Cameroun, un village qu'on a appelé le village de la banane pourrie. J'aime bien parler de cette histoire parce qu'elle démontre à souhait l'importance de l'accessibilité d'un terrain. Pourquoi on appelle ce village-là le village de la banane pourrie? Parce que dans ce village-là, il y a un pont qui a été cassé et qui sépare ce village-là du reste du pays. Et donc, du coup, dans ce village-là, quand ils produisaient de la banane, eh bien, ils ne pouvaient pas la sortir. La banane pourrissait sur place. Et d'ailleurs, il y a des terrains dans lesquels ce phénomène se produit sans qu'il y ait même besoin d'avoir un pont. Juste que la route est tellement dégueulasse que ce n'est pas possible, en fonction de la saison, de sortir de la nourriture de ce champ-là. Donc, l'accessibilité, c'est vraiment un critère hyper important. Est-ce qu'une voiture peut arriver jusqu'au champ?
Et est-ce qu'une voiture, une grosse voiture type un camion peut arriver jusqu'au champ? Maintenant, autre élément important aussi par rapport à l'accessibilité de ton terrain. Quand tu vas décider d'exploiter ton terrain, par exemple, ça c'est une astuce que je te donne. Privilégie les cultures lourdes, type le bananier plantain, proche des sorties. Pourquoi? Parce que si tu fais des cultures comme le bananier plantain, loin des sorties de ton champ, tu vas devoir faire une manutention importante qui consistera à porter les régimes de bananes au fin fond de ton champ pour les faire sortir d'abord de ton champ avant même qu'ils n'arrivent sur la route. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui fatigue énormément les employés et qui fait que parfois les gars ont tendance à laisser même pourrir une partie de ta récolte. Parce que c'est trop difficile de porter ce genre de choses et de les amener proches. Ah, maintenant, la solution pour pallier ça, c'est de faire des routes dans ton champ pour aller chercher là où ce type d'aliments-là sont disposés pour pouvoir les transporter, les sortir de ton champ. Deuxième astuce, évite de prendre des terrains qui donnent directement sur la route. Parce que je parle d'accessibilité et en réalité, le terrain le plus accessible, c'est le terrain qui donne sur la route. Mais c'est le terrain dangereux quand même. Je parle de la route principale. Parce que ce terrain-là, c'est un terrain dans lequel tout le monde peut venir voler. Très clairement. Tu passes en route, tu vois des ananas, tu viens, tu prends un ananas, c'est tout. Tu passes en route, tu vois des papayes, tu vois des... Je sais pas moi, ce que tu veux, tu viens, tu prends et tu t'en vas. Il faut éviter de faire que tes terrains soient directement sur la route, clairement. Soit à quelques kilomètres de la route. Moi, par exemple, mon terrain est à 5 km de la route. C'est une distance raisonnable. C'est suffisamment loin pour dissuader les petits voleurs, mais c'est assez proche quand même pour permettre aux gens de pouvoir faire des navettes dans le champ, entrer et sortir. 5 km, c'est la distance pour le mien. Et je te recommande bien évidemment d'être dans ce type de distance-là. Dernier élément par rapport à l'accessibilité, privilégie des terrains qui sont proches des lieux d'écoulement. On en parlera davantage dans d'autres vidéos, mais il faut que les terrains que tu prennes ne soient pas très loin des centres dans lesquels tu vas devoir revendre tes produits. Accessibilité par rapport au marché aussi. Parce que si les marchés sont loin, alors il y aura des frais de logistique, il y aura du transport, du carburant et ça va élever ton prix quand tu vas devoir arriver sur le marché si tu veux être compétitif. Et donc tout ça fait que l'accessibilité, c'est un critère super important. Deuxième critère importantissime pour un bon terrain agricole, c'est l'eau. Il faut qu'il y ait un ou plusieurs cours d'eau qui sillonnent ton champ. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que qui dit agriculture dit irrigation. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'agriculteurs perdent de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas, leurs champs ne sont pas irrigués. Et c'est beaucoup plus facile d'irriguer un champ quand tu as une source d'eau naturelle à côté, plutôt que quand tu dois aller créer un forage. Je rappelle que créer un forage, c'est déjà minimum 2 000, 3 000, 5 000 euros parfois, en fonction de là où il faut aller dans ton champ pour le creuser. Donc tu vois, tu vas prévoir juste 5 000 euros pour aller avoir accès à de l'eau. Alors que si tu as un cours d'eau dans ton champ déjà, eh bien c'est parfait, quoi. Ça te résout énormément de problèmes. Et il y a beaucoup de champs effectivement qui ont des cours d'eau tout autour. Donc privilégie un champ qui a un cours d'eau pas très loin. Ça va te permettre de pouvoir prendre ton eau et arroser tes champs. Ça va te permettre de pouvoir utiliser tes produits phytosanitaires hein, si tu en utilises, type les pesticides. Ça va te permettre aussi avec cette eau-là de pouvoir par exemple, si elle est propre, avoir tes élevages. Parce que cette eau-là, elle est souvent de bonne qualité, ou du moins tu peux la traiter très légèrement et elle est suffisante pour pouvoir nourrir tes animaux et même les êtres humains qui vivent dans ton champ. L'eau qui passe là, généralement, ce sont des eaux qui sont très propres parce qu'elles ne sont pas souillées. Bien évidemment, il faut le vérifier, il faut le valider avant de permettre que les gens commencent à le consommer. Mais en tout cas, dans beaucoup de champs, les gens boivent l'eau qui passe dans les rivières et ils sont en très bonne santé parce que ces eaux-là sont vraiment très propres. Bien évidemment, je le répète, il faut quand même s'assurer en faisant quelques tests en laboratoire de est-ce que cette eau-là, elle est véritablement buvable ou pas? Ou du moins, est-ce qu'elle est surtout empoisonnée? Parce que je le répète naturellement, généralement, elle est bonne. L'autre élément qu'il faut pouvoir aussi rajouter comme critère important par rapport à l'eau dans ton champ, c'est que tu dois pouvoir mesurer le débit d'écoulement de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des cours d'eau qui sont très abondants en saison pluvieuse et qui sont secs en terrain sèche. Si c'est le cas du cours d'eau qui est dans ton champ, tu es foutu. Parce que tu vas acheter ton terrain en saison pluvieuse. Et quand la saison sèche va arriver, tu vas compter sur cette eau pour pouvoir arroser ton champ. Et là, bim, tu n'auras plus d'eau parce que la sécheresse va complètement sécher ton cours d'eau. Donc, il faut que tu calcules le débit de ton cours d'eau. Le débit de ton cours d'eau, c'est la puissance d'écoulement. Le calcul de ce débit-là te permet de savoir si le débit est important, qu'il y a suffisamment d'eau qui arrive. Et donc, même en saison sèche, ton cours d'eau ne sera pas asséché. C'est super important de prendre en considération cet autre élément-là au niveau de l'eau dans ton champ. Le troisième critère d'un bon terrain agricole, c'est la superficie. Et là-dessus, j'ai envie de dire, évite de prendre un trop gros terrain et évite aussi de prendre un petit terrain quand tu es entouré de gros terrains.
Évite de prendre un très gros terrain parce que ça fait quand même un investissement financier très lourd dès le départ. À moins que tu ne tombes sur une très bonne opportunité, là, bien évidemment, tu achètes ce terrain-là et tu sais que tu vas pouvoir le revendre plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as 15 000 euros, ne va pas mettre les 15 000 euros dans l'achat du terrain parce que après, tu n'auras plus d'argent pour lancer ton projet. Clairement, beaucoup de gens font ça. Ils mettent toutes leurs économies pour acheter un terrain, mais après, ils ne peuvent pas lancer le projet. Fais plutôt ceci. Prends une partie de terrain beaucoup plus petite, mais, attention. Dis-toi que tous les ans, tu vas rajouter du terrain. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à acheter mes terrains agricoles, la famille qui me vendait l'espace avait 18 hectares. 18 hectares. Donc, je n'ai pas pris les 18 hectares le premier jour. Ça n'a pas de sens. J'en ai pris 3. L'année d'après, même pas, je crois 6 mois après quand j'ai commencé à exploiter, j'ai doublé, je suis parti à 6 et ainsi de suite. Parce que, et ça m'a permis de pouvoir financièrement planifier mes sorties d'argent. Il faut savoir que généralement, les terrains agricoles, ce n'est pas comme des terrains de ville. Les gens ne se disputent pas l'achat des terrains agricoles. Donc en fait, la famille qui te vend un terrain agricole, généralement, 6 mois, 1 an après, sera encore là, avec ce terrain-là dans les bras et tu pourras toujours l'acheter. Et d'ailleurs, même si elle parvient à le vendre à d'autres personnes, c'est ce qui est arrivé dans mon cas, ils ont pu vendre 2 hectares à 2 autres individus, je ne suis pas du tout inquiet. Je sais très bien que, vu que dans cet espace de terrain, et on arrive à la deuxième règle, je suis le plus grand, je suis le plus puissant, je vais forcément engloutir les petits terrains. Et donc demain, comme exploiter des terrains agricoles, surtout pour les gens qui pensent que c'est facile, se retrouvent face à des déconvenus, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir s'en débarrasser quand ils vont avoir 1 ou 2 échecs. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je serai là pour acheter leur terrain. Évite donc d'être le petit terrain à côté d'un grand terrain. Parce que si tu as le petit terrain à côté d'un grand terrain, le grand terrain va t'asphyxier. Il va te racheter au bout d'un moment parce qu'il est beaucoup trop grand, beaucoup trop puissant pour toi. Et même si tu refuses de lui vendre ton terrain, il peut clairement te mener la vie dure. Très clairement. Pourquoi? Prenons par exemple le cas de l'élevage. Mais figure-toi que quelqu'un qui dans son champ a fait par exemple de l'élevage de porc, peut contaminer tes bêtes chez toi. Oui, parce que par exemple, les maladies se propagent dans l'air. C'est-à-dire que tu as des maladies qui peuvent attaquer des animaux à 5 km à la ronde. Toi qui as dans ton champ, qui est accolé à un grand champ dans lequel il y a une épidémie, par exemple porcine, si tu fais des porcs chez toi aussi, tes porcs vont forcément tomber malades. Parce que avec l'air, ces maladies-là vont arriver jusqu'à toi. Voilà pourquoi je conseille aussi, quand tu veux faire un projet agricole, d'essayer d'être grand, de telle sorte que tes autres voisins ne puissent pas forcément être très près du cœur de ton champ. Et puis au niveau de tes limites, mets des arbres, plante des arbres ou du palmier à huile pour circonscrire ton champ et travaille à des endroits où tu sais que tu es à au moins 5 km de distance des prochains champs. Et de là, commence à travailler en agrandissant tes champs. Je veux dire, les arbres ne craignent rien, quoi. Le fait que tu aies mis des arbres, les arbres ne craignent pas de pollution, ne craignent pas de maladies venant des porcs ou de quoi que ce soit d'autre. Donc tu peux mettre au bord de ton champ des cultures qui ne craignent rien du tout. Par contre, au centre de ton champ, mettre des activités qui vont te rapporter peut-être un peu plus d'argent et qui sont pour le coup un peu plus sensibles. Le 4e et dernier conseil que je vais te donner dans cette petite vidéo, c'est d'éviter d'aller vers des champs qu'on vient juste de cultiver. Il faut savoir que les terres ont besoin d'être de repos. Et généralement, quand on veut acheter une terre agricole, quand on a une opportunité, on veut sauter dessus tout de suite. Évite d'aller vers une terre qui vient d'être cultivée parce que la terre, le sol est appauvri. Il faut lui laisser du temps pour qu'il s'enrichisse encore. Donc, privilégie des terrains qui n'ont pas été cultivés depuis 5, 10, 15, 20 ans. Ça, ce sont les bons terrains, tu vois. Parce que quand tu arrives sur un terrain comme ça, alors oui, tu auras du boulot parce que tu vas devoir défricher. Et généralement, il y a même peut-être des arbres. Tu vas devoir les abattre, c'est vrai. Mais généralement, ce type de sols-là sont quand même des sols qui sont souvent riches. Alors, bien évidemment, pour vérifier la richesse du sol, il faut que tu puisses juste plonger ta main dans le sol et voir la couleur de la terre. Si la terre est noire, alors ton sol est plein d'humus. S'il est rouge, comme c'est le cas dans certaines régions, dans certains pays, alors ton sol est plein de fer. Et ça, ce sont des sols qui ne sont pas forcément les plus propices pour beaucoup de cultures. Donc, voilà un peu les règles que je voulais te donner par rapport au choix d'un terrain agricole. Il faut que nous occupions nos terrains, que nous achetions nos terres pour pouvoir nous positionner clairement sur ce marché-là et être des alternatives crédibles pour nourrir nos populations. Et ça passe forcément par l'achat de bons terrains agricoles. Et si tu respectes les règles que je viens de te donner là, normalement, tu devrais éviter de te faire arnaquer. Et puis, dernier bonus, n'hésite pas, si tu as un peu de moyens, de permettre à un ingénieur agronome de venir sur le terrain et de pouvoir prélever un échantillon de ton sol et d'aller l'analyser en laboratoire pour apprendre énormément de choses sur la structure de ton sol, sur le côté basique acide, sur le pH de ton sol. Tu vas apprendre énormément de choses parce que ces analyses-là vont aussi déterminer quelque chose qui est très important.
ce que tu peux cultiver sur ce sol-là. Donc, voilà un peu les éléments qui, si tu les mets en œuvre, tu vas réduire drastiquement le risque d'erreur au moment du choix de ton sol pour ton projet agricole. À très bientôt.